Oui, Alain, je voulais vous remercier. Je vais parler de nos pères respectifs. Vous verrez par un petit clin d'œil comment, au fond, c'est votre père qui m'a relié au général. Vous verrez pourquoi, une petite histoire que je raconterai. Et merci beaucoup à Jean-Pierre Raffarin parce que l'introduction que vous avez faite avec les 7 points est un petit bijou, hein. Donc, je garderai ça dans mes trésors. Donc, c'est assez difficile de parler après des gens si prestigieux, mais je vais vous dire, je vais prendre un angle. J'ai beaucoup discuté avec des généraux, notamment le général de Villiers, et commandement et management, en fait, sont beaucoup plus proches qu'on croit, hein. C'est ce qui a été dit il y a plusieurs fois. Le commandement, c'est militaire, le management, c'est l'entreprise. Et De Gaulle, en fait, m'a énormément aidé parce qu'il m'encourage à lire, hein. Et je vais vous citer des citations qui sont très fortes pour moi. De Gaulle disait, derrière Alexandre se profile Aristote. Donc Alexandre a été probablement un des plus brillants dirigeants militaires de toute l'histoire de l'humanité, mais il avait été formé par un philosophe, par Aristote. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup de Gaulle, c'est tous les grands hommes d'action sont des méditatifs. Et on a dit à plusieurs reprises qu'il faut savoir effectivement ne pas coller à l'événement. Il y a un petit peu de recul qui permet aux dirigeants d'être là quand c'est vraiment très grave. Voyez, et quand ça tourne, eh bien, il est là pour que ça fonctionne tout seul et il est là en attente. Et donc, il faut méditer, il faut lire. Et puis, la troisième citation qui m'a beaucoup aidé, c'est que la véritable école du management, c'est la culture générale, hein. Je crois que ça, c'est une des caractéristiques du management européen et français, hein. C'est qu'il n'est pas du tout contradictoire d'être très impliqué dans un business concret et en même temps avoir de la profondeur, hein. Et je pense que tous mes collaborateurs sont toujours rendus compte que j'étais très sensible à toutes les idées philosophiques, religieuses, que je m'intéressais beaucoup aux civilisations. Et ça était sûrement une grande part de ma capacité à diriger les gens. Alors, Alain, comment est-ce que je suis lié à Perfit, à De Gaulle? C'est en fait par Perfit, hein. Et je vais raconter l'histoire parce qu'elle est très importante. En fait, j'ai laissé une fois ma place dans un avion surchargé à l'épouse d'Alain Perfit qui était malade et j'ai été me mettre en business à l'arrière avec tous les touristes pour laisser Monsieur Perfit à côté de son épouse pendant un long trajet. Et à la fin, on arrivait à Paris, il avait absolument voulu voir le monsieur qui avait laissé sa place à son épouse. Et donc, quand je suis sorti de l'avion, je suis tombé sur le patron de l'aéroport de Paris avec Alain Perfit, qui s'est jeté sur moi. Ah, mais c'est vous. Et alors, il se trouvait que papa, mon père, était au cabinet de Georges Pompidou avec Perfit. Donc, ça a évidemment créé les liens. Et donc, il s'est trouvé que j'ai travaillé beaucoup avec Alain Perfit, donc la dernière partie de sa vie, quand il écrivait des miracles, du miracle en économie et la société de confiance. Alors, Alain Perfit, en fait, avait pendant 15 ans discuté avec le général de Gaulle 20 minutes tous les jours, hein, puisqu'il avait été son ministre sans discontinuer. Et donc, il avait évidemment un réceptacle de pensée. Et c'était l'époque où il terminait ses livres. Il s'était passionné d'économie à la fin de sa vie, hein. Il avait lu Brodel, Hayek, tous les grands économistes. Et donc, il avait trouvé une idée assez géniale, c'était l'idée de confiance, hein, en disant que dans une économie, il y a d'un côté le capital, il y a le travail, mais ce qui fait la différence, c'est cette espèce de mystère, mais qui est un miracle, parce que ça existe, le mystère de la confiance. Et donc, on a réfléchi un petit peu ensemble. Alors, ça se passait lors de dîner, hein. On réfléchissait un petit peu ensemble sur comment est-ce qu'on pouvait décrire et caractériser la confiance en l'entreprise et dans le pays. Donc, lui a écrit ces livres qui sont magnifiques. Moi, je vous conseille Du miracle en économie, qui est une véritable perle. Et je crois que c'est le dernier ouvrage. Et donc, moi, si vous voulez, ce que j'ai trouvé comme méthode pour expliquer la confiance, c'est que la confiance a 3 dimensions, hein. La première dimension, c'est que la confiance en soi. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut que chaque collaborateur ait confiance en lui ou en elle, hein. Donc, c'est ni de l'arrogance, parce que dès qu'on est arrogant, c'est fini dans une organisation. Il ne faut pas non plus se flageller, parce qu'il faut être assez fier de ce qu'on est, hein. Et donc, c'est l'équilibre entre les deux qui est la confiance. La deuxième dimension extrêmement importante, c'est la confiance dans les autres. C'est la confiance dans le voisin. Parce que rien ne crée plus la confiance que la confiance que vous donnent les autres, hein. Moi, je me rappelle très bien, chaque fois que les gens m'ont fait confiance, ils m'ont fait grandir. Donc, c'est très, très important pour le grand chef de s'assurer que les gens ont confiance en eux
mais qui font confiance en l'autre. Maintenant, il y a un troisième point qui est plus important encore et qui est plus difficile, surtout pour les Français, c'est qu'il faut que les gens aient confiance dans la stratégie. Parce que les Français, je peux vous dire, j'ai eu la chance dans ma vie de diriger des Français, des Japonais, des Coréens, des Américains et des Allemands. Le Français, c'est le plus difficile à diriger. Parce que le Français, s'il n'a pas confiance dans la grande stratégie, il va désobéir. Le Français va désobéir pour montrer qu'il est plus malin que le chef. Et donc, un autre très grand homme français qui est Napoléon avait très bien pigé le truc. Il faut savoir que Napoléon, la veille des batailles, allait sur le champ de bataille expliquer la stratégie du lendemain. Et les soldats lui disaient, empereur, tu nous as fait confiance en nous expliquant la stratégie, on sera là demain au combat, t'en fais pas. T'occupe pas des détails, on s'en occupe. Voyez. Et je crois que la confiance dans la stratégie, c'est un des éléments les plus importants, et ça, c'est la responsabilité du chef. Hein. Alors, il y a deux règles de management extrêmement simples qu'on a pratiquées partout, et notamment en Chine. C'est qu'il faut évidemment récompenser les performances. Hein. Ne pas récompenser une performance, c'est un vol. Et c'est complètement destructeur puisque plus personne n'a envie de se défoncer. Hein. Mais tout aussi important que récompenser la performance, il faut diagnostiquer l'échec. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, il faut comprendre les raisons de l'erreur de façon à ne pas les reproduire. Et donc, quand vous créez ce climat de confiance qui permet à la fois de récompenser quand ça marche et d'apprendre de l'erreur, vous créez un espèce de mécanisme mystérieux qui fait que toutes les personnalités s'épanouissent et que tous les gens deviennent très créatifs et entreprenants. Et donc, je pense que ce bon climat de confiance, c'est la grande responsabilité du chef. Hein. Et pour les entreprises françaises, elles passent par une bonne stratégie. Hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une stratégie. Le plus vache, c'est qu'il faut que la stratégie soit bonne. Hein. Alors, ce que je peux témoigner avec Essilor, donc on n'a pas le temps de raconter toute l'histoire d'Essilor, mais j'ai écrit un livre. Hein, et donc, Boxo, vous aurez tous une belle histoire de ce qu'on a fait en Chine. Hein. Vous verrez, elle est très, très passionnante. Hein. Mais, si vous voulez, ce que je peux contester, qui est très important, et ça nous remènera à l'État, c'est que quand une entreprise est vraiment un lieu de confiance, ce système de confiance dépasse l'entreprise et il va très, très vite aux fournisseurs, à certains clients, et il va aussi à l'État. Hein. Et je dois témoigner que pendant les 25 ans pendant lesquels j'ai piloté avec M. Reuilly, hein, donc évidemment, Reuilly, Essilor Chine ne serait pas Essilor Chine sans la personnalité exceptionnelle de Reuilly. Hein. On a eu la chance de tomber sur Reuilly. On pourra raconter, je raconte dans l'histoire, dans le livre comment ça s'est passé. Sans lui, si vous voulez, on n'aurait pas pu faire ça. Reuilly était énarque. Hein, c'est un énarque. Le général de Gaulle avait donné 2 places à l'ENA quand il avait discuté avec Mao, et Reuilly a été un énarque, mais qui n'a fait que du terrain. Et c'est grâce à lui qu'on a monté cette histoire formidable. On est en gros 20 000 en Chine, et si lors on est sur un petit métier, le verre ophtalmique, ce n'est pas l'automobile. Hein. Donc, c'est un très grand succès. Alors, je terminerai en disant que nous avons été chez Essilor encore peut-être plus loin que le général, parce que pour que le système de confiance marche bien, il faut absolument, évidemment, de l'intéressement, il faut évidemment de la participation, mais nous avons été à l'actionnariat salarié. Hein. Et l'actionnariat salarié, c'est beaucoup plus loin que intéressement participation. Donc, le grand Charles avait lancé l'idée intéressement participation. Mais nous, on avait été, alors au début, le gouvernement chinois était inquiet, parce que dès qu'on a dit qu'on pouvait donner du capital au personnel chinois, il a eu peur. Mais finalement, comme il s'est rendu compte qu'on était une boîte sympa, il a accepté l'expérience. Donc, inutile de dire que tous les Chinois, les 15 Chinois, qui au début ont été à l'origine d'Essilor Chine, ils ont une retraite très agréable, parce qu'évidemment, l'action les a récompensés. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas complet, mais c'est un élément qui pourra nourrir la discussion. Et Boxou, bravo pour ce que vous faites, parce que je pense que c'est infiniment utile.